bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints donc, pour le deuxième webinaire du CIDELA dans un cycle qui compte 8 webinaires sur factures électriques, réseau et smart grid. Je vais tout de suite laisser la parole aux élus référents de ce webinaire. Voilà. Je laisse la parole donc à Jean-Pierre Belley. Voilà, Jean-Pierre Belley, vice-président du CIDELA, maire de Joué-sur-Erdre. Et Raymond Charbonnier, notre président, ne sera pas avec nous, donc je laisse Jean-Pierre Belley le représenter également. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce deuxième webinaire. Donc, un petit rappel, déjà, le CIDELA, c'est un regroupement de communes, donc c'est une collectivité, un outil de mutualisation des communes, par les communes et pour les communes. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. La première session, il y avait eu plus de 70 personnes qui avaient suivi le premier webinaire et aujourd'hui, il y a plus de 85 personnes inscrites. Ça montre aussi l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer par vos retours pour faire de l'outil du CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les deux sens, par prestataire de services, mais un outil de commune des collectivités sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos référents CIDELA dans les communes et EPCI, ou directement le vice-président le plus proche de votre territoire. Deuxième webinaire, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des factures, des réseaux et de smart grid. Sujet clé, service public de l'électricité égale service public communal depuis sa création en 1906. Sujet clé car soumis ces dernières années à de nombreuses évolutions législatives, techniques, et cela n'est pas fini, avec des sujets comme l'autoconsommation. Sujet clé pour les communes puisque c'est un service public essentiel et dans un contexte de transition énergétique. Le réseau électrique est un élément structurant de chaque projet. Sujet clé aussi pour nos concitoyens. Le déploiement de Linky qui arrive dans chaque foyer a suscité beaucoup de questions. La facture électrique et ce qu'elle finance est également une question très politique. Sujet clé dans la gouvernance des réseaux vis-à-vis du gestionnaire des réseaux d'envergure nationale au monopole législatif. Il est indispensable pour les communes d'être solidaires pour faire bloc et peser dans des échanges avec les acteurs de cette envergure. Sujet clé aussi pour le CIDELA sur les finances du syndicat. Sujet clé, mais aussi sujet complexe. Un webinaire ne va pas tout traiter. Encore une fois, cela souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre collectivités et CIDELA. Nous travaillerons à améliorer notre communication vers vous, mais aussi une démarche de partage à instaurer dans l'autre sens. Pensez au CIDELA si vous avez des questions dans vos projets, peut-être pas toujours de réponse dans les médias, mais vos préoccupations, vos questions sont une donnée d'entrée essentielle pour construire les outils ou la communication les plus adaptés à vos enjeux. Le CIDELA, c'est un outil au service des communes. L'objectif de ce webinaire, vous partagez les éléments de base sur les acteurs du système et de fonctionnement, nos actions sur le terrain à ce jour et quelques clés de compréhension sur les enjeux qui sont devant nous. Donc, première partie sur les réseaux. Donc, travaux sur les réseaux électriques, c'est la compétence et les actions historiques du CIDELA dans nos communes. Les activités du CIDELA et d'Enedis génèrent souvent de nombreuses interrogations sur le rôle de chacun. Il y a besoin de clarifier les rôles d'Enedis et du CIDELA, donc ce n'est pas une concurrence entre les deux. Le CIDELA est l'autorité concédante, collectivité propriétaire des réseaux de distribution publique. Enedis est le gestionnaire du réseau. Il exploite au quotidien le réseau dans le cadre d'un contrat de concession. Le CIDELA peut donc être votre interface entre le gestionnaire de réseau en cas de litige,
mais le CIDELA est également garant du service public de la distribution et des intérêts collectifs, du bien commun des réseaux, ce qui explique notre rôle sur le guichet unique pour traiter les demandes d'urbanisme de vos collectivités. Comme vous le verrez, le CIDELA a conservé une part de maîtrise d'ouvrage sur les réseaux, particulièrement en zone rurale. Et c'est souvent là, sur le terrain, que vous connaissez le mieux l'action du CIDELA. Depuis 2019, pour améliorer le suivi des travaux, nous avons d'ailleurs accès à un outil CIDEPRO, donc pour suivre l'ensemble des travaux dans vos communes. N'hésitez pas à utiliser CIDEPRO. Au-delà du seul périmètre de vos communes, ce webinaire vous permettra de mesurer l'activité du CIDELA sur l'ensemble du territoire. Vous verrez en particulier comment et à quelle hauteur le CIDELA contribue à l'activité économique sur nos territoires. Enfin, il est important de rappeler que l'activité autour de la réalisation des travaux et du guichet urbanisme, c'est le travail quotidien de 15 personnes, plus 5 personnes du guichet urbanisme, plus l'ensemble des fonctions support qui contribuent à la bonne marge des actions réalisées. Cela représente environ un tiers des effectifs du syndicat. Donc, je vais passer maintenant la parole à Dominique, vice-président chargé des finances. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme introduit par Jean-Pierre, les réseaux électriques sont également et naturellement un sujet majeur pour les finances du syndicat et plus largement pour son modèle économique d'outils de mutualisation des communes. C'est donc aussi un sujet important pour nous dans nos communes. Sans notre regroupement, au-delà de l'équilibre dans la relation avec le gestionnaire de réseau évoqué par Jean-Pierre, l'action propre de chaque commune ne permettrait pas de mettre en œuvre de tels volumes d'investissement, ni de mobiliser le fonds de mutualisation que sont la redevance d'investissement ou encore le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale qui représentent respectivement de l'ordre de 1 million d'euros à 5,5 millions d'euros pour l'année 2019. À titre d'illustration, pour le compte administratif 2019, les investissements sur les réseaux électriques réalisés par le CIDELA se montent à 18,6 millions d'euros TTC, soit 60% des 30 millions d'euros d'investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage du CIDELA sur les réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications. Et par rapport au compte administratif détaillé dans le rapport d'activité, ces 18,6 millions d'euros représentent plus de 36% des dépenses totales du syndicat en 2019. Pour reprendre les propos de Jean-Pierre, 30 millions de travaux par an sur l'ensemble du territoire, c'est aussi un enjeu majeur pour les activités économiques de nos entreprises locales. Dans chacune de vos communes, plus concrètement, c'est une participation financière directe du CIDELA à vos travaux d'effacement de réseau ou encore une participation financière du CIDELA pour les raccordements des bâtiments publics ou d'agriculteurs. Mais, en tant qu'élu, vous n'êtes pas simplement usager du réseau public de distribution d'électricité, infrastructure stratégique de l'aménagement de votre territoire, vous en êtes également les propriétaires et garants du service public pour une contribution au CIDELA auquel vous avez confié la compétence. Ce webinaire vous donnera donc les premiers éléments d'explication sur le lien entre ces investissements sur le réseau et la facture des usagers finaux. Pas de miracle, quelqu'un paye. Vous verrez en particulier, dans la dernière partie, comment l'évolution de l'usage des réseaux comme les énergies renouvelables, la mobilité ou l'autoconsommation viennent questionner les perspectives de financement du réseau public. Les réseaux ont besoin de s'adapter à de nouveaux usages, mais ils ont aussi besoin de se renouveler et il est indispensable de maîtriser l'ensemble des investissements associés pour éviter que les factures s'envolent. Le réseau public reste une infrastructure de qualité au service de l'aménagement et de la solidarité entre nos territoires. Et les élus locaux que nous sommes avons une responsabilité importante
sur son devenir dans cette période de transition énergétique. On va donc maintenant laisser la parole au service pour entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire en 3 parties. Oui, merci. Merci pour cette introduction et ces problématiques posées. Donc, un point sur les intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Donc, moi-même, sur la partie introductive qui vous donnera quelques connaissances de base sur le réseau électrique et son écosystème. Ensuite, Luc Giraudot me succédera pour parler des activités du CIDELA de manière plus précise, donc des actions aux côtés des collectivités, et Gauthier Moreau sur la partie 3, sur les perspectives du CIDELA, les smart grids. Voilà, vous avez donc ces 3 parties. Du coup, la dernière partie, c'est finalement dresser un peu quelques éléments de perspective et de conclusion. Donc, pour commencer, je vais vous proposer un film qui présente un petit peu les enjeux, puis après, on essaiera de rendre ça un tout petit peu plus concret. En France, le schéma électrique est le suivant. Certains produisent l'électricité, RTE la transporte pour assurer les équilibres nationaux, d'autres la distribuent à une échelle locale, et enfin, il y a ceux qui la fournissent aux consommateurs. Le réseau de distribution appartient aux collectivités. La gestion et l'exploitation de ce réseau sont confiées dans la majorité des cas à Enedis dans le cadre d'un contrat de concession. Un système bien rodé qui permet à tous d'accéder à l'électricité, peu importe l'endroit. Prenons l'exemple de Loïc. Il habite un immeuble en ville. Le réseau passe au pied de l'immeuble et alimente tous les occupants. Anne, elle, exploite une ferme dans un lieu dit. Elle est raccordée à une extrémité du réseau public en zone peu dense. Et pourtant, la part de la facture liée à la distribution est exactement la même pour chacun d'entre eux. C'est le principe de péréquation tarifaire qui assure une égalité d'accès au service public de la distribution d'électricité. Voyons de plus près comment se compose une facture d'électricité. Les kilowattheures consommés rémunèrent fournisseurs et producteurs. Le TURP rémunère le transporteur et le distributeur pour la gestion et l'exploitation du réseau. Dans le dernier tiers, on retrouve plusieurs taxes. La TVA, la CSPE qui permet principalement la péréquation dans les zones insulaires et le soutien au développement des énergies renouvelables, et les taxes locales qui reviennent aux collectivités locales, départements, communes et AOTE. Mais Anne, qui souhaite faire sa part pour la transition énergétique, vient d'installer sur son exploitation des panneaux solaires. Avec d'autres agriculteurs, ils ont également investi dans une station de méthanisation et ont fait installer des éoliennes pour produire une partie de leur énergie et revendre les surplus. Et si on allait plus loin? Et si demain, tous les propriétaires de l'immeuble de Loïc décidaient de faire de même? Si on devenait tous producteurs? Que se passerait-il pour notre système si bien réglé? Eh bien, l'équilibre du schéma historique de l'électricité risque d'être bousculé. Pour gérer cette nouvelle production diffuse et assurer l'équilibre du réseau, les métiers de l'énergie vont devoir fortement évoluer. Il faudra faire de plus en plus appel aux smart grids, les réseaux intelligents. Si chacun consomme une part de sa propre électricité, que devient la péréquation tarifaire? Faudra-t-il toujours payer l'utilisation du réseau de manière identique ou en fonction de sa façon de l'utiliser? Cela amène des questions essentielles sur le financement du réseau. Quels seront les nouveaux modèles économiques? Comment assurer un financement durable du réseau de distribution publique, infrastructure essentielle pour assurer la complémentarité de toutes ces énergies? Enfin, quel avenir pour le financement des énergies renouvelables? Par un mécanisme de soutien nationalisé? Ou alors en favorisant les circuits courts de l'énergie comme l'autoconsommation? La décentralisation du modèle énergétique est une question dont il faut se saisir dès maintenant afin d'anticiper ces nombreux changements et permettre aux territoires de réussir leur transition énergétique. Ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'avec l'arrivée de la notion d'autoconsommation, finalement, je deviens producteur, que ce soit sur ma maison, sur mon immeuble. Je vais avoir une part croissante de mon énergie qui va venir de mon moyen de production ou de ma production locale. Ce faisant, si j'ai une part croissante de mon énergie qui vient de ma production, j'ai une part décroissante de l'énergie qui passe sur le réseau. Et donc, par rapport à ce qu'on a expliqué au tout début sur le TURP, si j'ai moins d'énergie qui passe sur le réseau, j'ai moins de financement sur le réseau. Et du coup, ça pose des questions
de comment on finance durablement le réseau dans un système où on a de plus en plus de production décentralisée. Et ça pose la question de comment on finance le réseau dans un monde où il y a de moins en moins de gens qui financent le réseau, possiblement. Donc, ce que je vais vous illustrer là, ça a été vu un petit peu dans le premier webinaire. La question, c'est comment on passe d'une logique centralisée et descendante de l'électricité, qui vous a été présentée par Agnès, des grands moyens de production, pilotables et centralisés, à une logique de plus en plus distribuée. Donc, c'est ce qui a été un peu présenté dans le webinaire précédent aussi également. Donc, voilà, quelques grandes centrales de production pilotées, et du coup, l'usager est plutôt un consommateur et la gouvernance est centralisée. Et puis, aujourd'hui, on a de plus en plus de production répartie avec un pilotage possiblement diffus, et puis des gouvernances qui progressivement se décentralisent tout parti. Et donc, avec toujours le même enjeu qu'au début, c'est-à-dire le réseau, lui, physiquement, il n'a pas changé. Il est nécessaire de maintenir dans le temps et en tout point du réseau un équilibre entre la production et la consommation, parce que sinon, comme chez vous, si vous tirez trop d'électricité sur votre compteur, ça disjoncte. Et bien, à l'échelle de la France, c'est pareil, ça disjoncte, ou par région en tout cas. Donc, s'il y a trop de production à un endroit ou par rapport à la consommation et inversement, voilà, il est nécessaire de maintenir cet équilibre. Et donc, cet équilibre, vous percevez bien qu'avec une logique de décentralisation de la production d'énergie et plus d'acteurs, à la fois des nouveaux usages, la mobilité électrique, les panneaux solaires, tout ça, et ben, c'est plus compliqué à établir cet équilibre que quand on avait des grosses centrales à piloter et finalement des comportements qu'on connaît un peu partout sur le territoire. Donc, la première brique de ces réseaux dits intelligents, vous la connaissez tous avec plus ou moins une vision plus ou moins positive, mais c'est le compteur que Enedis a nommé Linky, c'est le compteur communicant, qui est issu finalement de directives européennes et d'un processus législatif français. La solution n'était, enfin en tout cas le moyen Linky, c'est ce que le législateur français a décidé de mettre en place. La directive européenne n'a pas dit il faut déployer des compteurs communicants, elle a dit il faut donner beaucoup plus d'informations aux consommateurs pour qu'ils puissent devenir actifs de sa consommation. Donc en France, le processus législatif du coup a confié à Enedis la responsabilité de déployer un compteur communicant sur l'ensemble des 35 millions de compteurs en France. Donc en Loire-Atlantique, ça devait être mi-2019 et il y avait 171%. Normalement, la fin du déploiement, c'est fin 2021. Suivant le contexte citoyen et politique de la commune, il arrive au syndicat comme à Enedis. Enedis est en première ligne pour répondre à vos questions, de toute façon. Néanmoins, si vous aviez des questions ou si vous souhaitiez des avis complémentaires, il nous arrive également d'accompagner Enedis ou en tout cas de répondre à vos questions, vous, dans les communes. Sur le support suivant, du coup, il y a beaucoup de questions. On pourrait parler presque 2 heures de Linky avec l'ensemble des questions que ça génère en général. Donc, je vous propose ici une synthèse des quelques questions qui se posent avec des éléments de réponse. Donc, la propriété des compteurs. Donc, la propriété des compteurs, comme c'est souvent dit dans les lettres des détracteurs, c'est bien aux communes et du coup à l'autorité concédante, puisque par transfert de compétences, la propriété a été transférée au CIDELA. Et donc, par contre, c'est le gestionnaire Enedis qui exploite à ses frais et risques dans le cadre du contrat de concession. Donc, s'il y a des soucis, c'est normalement en premier lieu Enedis qui est exposé. Ensuite, sur le sujet des ondes, alors on pourrait en parler très très longtemps, et ce n'est pas l'objet là. Dans le support, vous aurez il y a un lien vers l'ensemble de ces rapports pour ceux qui sont les plus curieux, mais retenir que le courant porteur en ligne qui est utilisé dans Linky, c'est ce qui est déjà utilisé pour déclencher les chauffe-eau la nuit, et ça depuis plus de 20 ans. Et puis en termes d'émissions, c'est comparable aux lampes dites fluorocompactes ou aux écrans classiques. Sur les données, qui est aussi un sujet de crispation souvent assez fort, donc ce que de base fait Linky, c'est qu'il relève un index journalier, c'est-à-dire il compte tout ce que vous avez consommé dans la journée. C'est un point de mesure, et ça, il remonte cette donnée de comptage à Enedis, et ça, c'est la donnée de comptage de base. Ensuite, sur le sujet de la courbe de charge, c'est-à-dire l'évolution au pas demi-heure de vos consommations, des consommations des citoyens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de charge détaillée. Ça, c'est une donnée personnelle qui a un statut vraiment particulier. Et là,
il n'y aura aucun usage de ces courses de charge sans consentement explicite de chaque usager. Le coût, qui est aussi souvent une question, donc c'est environ 130 € par compteur, donc pour un projet de déploiement industriel de l'ordre de 5 milliards. Et du coup, ces 5 milliards, ils sont financés de deux manières, par des économies que le gestionnaire Enedis va faire sur la relève, ou en tout cas prévoit de faire, et puis effectivement par une partie par la facture des usagers via le TURP. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que en tant que commune, je peux m'opposer au déploiement du compteur sur mon territoire? Alors non, enfin, légalement, vous ne pouvez pas. Néanmoins, suivant les situations, enfin, il y a plusieurs communes qui ont été très sollicitées par des citoyens et du coup qui politiquement devaient répondre. Et du coup, il y a des éléments de réponse qu'on peut vous apporter, il y a des expériences partageables pour ouvrir le dialogue avec les administrés et pour sortir un petit peu de cette situation parfois compliquée. Et puis en tant que citoyen, est-ce que je peux m'opposer? Alors légalement, non. Néanmoins, il n'y a rien qui vous empêche de le faire et typiquement, vous pouvez stipuler votre refus que l'agent délégué par Enedis vienne changer le compteur chez vous. Quand le compteur il n'est pas dans votre maison, c'est plus compliqué d'opposer. Néanmoins, il y a des gens qui ont réussi à le faire. La question qui suit, enfin, normalement, Enedis ne force pas la main si vous refusez. En tout cas, c'est le message qui passe à leur prestataire. Mais après, dans la réalité, j'entends parfois des sons de cloche un peu différents. Et par contre, la question qui se posera à l'avenir, une fois que le déploiement sera terminé, c'est au-delà du fait qu'il n'y a rien qui est illégal à s'opposer, ça sera probablement tarifé néanmoins la relève dans l'avenir, mais ça, la commission de régulation, elle n'a pas encore arbitré sur ce sujet-là. Donc, pour essayer de rendre un peu plus concret les questions qui étaient posées dans le film que vous n'avez pas vues, donc je vous prie de m'excuser, on va prendre deux exemples pour essayer d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire les réseaux intelligents, les smart grids, en tout cas avec deux exemples que j'espère le plus explicite possible. Le premier, c'est le CIDELA a mis à une flotte de véhicules de un peu plus de 20 véhicules, et du coup, il y en a plus d'une dizaine qu'on est passé de véhicules thermiques à véhicules électriques. Et qu'est-ce qui se passe quand on met des prises dans le bâtiment? Comment on fait ça? Et puis un deuxième exemple sur la Carême dans ces zones d'activité qui veut déployer massivement le photovoltaïque. Donc, concernant le bâtiment, donc achat de 13 véhicules électriques, on va installer 12 bornes de recharge pour un total de puissance de 144 kVA. Donc ça, c'est l'unité de puissance de raccordement. Et donc aujourd'hui, le bâtiment, très concrètement, il a le fil électrique qui nous relie au réseau, sa limite de puissance, c'est 100 kVA, et la puissance souscrite du bâtiment, c'est 91 kVA. Donc on a deux solutions envisagées. Donc pour intégrer ça, c'est soit on investit dans le réseau, soit on demande à Enedis de rehausser la puissance, la taille du tuyau qui nous relie au réseau, si j'ose dire, soit on a une réflexion sur le mode de fonctionnement des recharges. Donc, on va dérouler les deux cas pour vous montrer ce que ça veut dire un petit peu penser différemment demain. Donc, si on avait pris la solution simple, c'est-à-dire je passe d'une puissance de 91 à 144 parce que je veux que toutes mes bornes puissent fonctionner en même temps, possiblement. Parce que là, il n'est pas question de foisonnement s'il y a toutes les voitures qui se branchent. Voilà. Donc, ça aurait conduit à un renforcement du réseau d'environ 14 000 €. Et donc, et à une augmentation de la puissance souscrite sur mon abonnement. Donc, sur le renforcement, c'est un coût qui se rajouterait au niveau de l'investissement. Et sur l'augmentation de la puissance souscrite, c'est un coût qui se rajoute à mes frais de fonctionnement. Dans les deux cas, c'est des coûts qui sont refacturés, l'investissement en particulier, sur le TURP à tous les usagers. Parce que c'est bien un investissement qu'il va falloir rembourser, qu'il va falloir rémunérer. Donc, et sur la solution qu'on a mise en place, donc on a travaillé un tout petit peu sur réfléchir sur les usages et définir une politique de recharge pour éviter de renforcer et éviter d'augmenter la puissance souscrite. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a installé donc 2 bornes sur le parking extérieur, si vous avez l'occasion de venir au CIDELA, et 10 bornes dans le parking souterrain. Donc, ces bornes, elles sont installées, donc ça, c'est juste un plan du sous-sol, donc il n'y a pas les 2 bornes extérieures. Donc, on a mis en place un code couleur avec des bornes dites rapides, les blanches, et des bornes dites lentes, celles qui sont colorées. Et ce qui se passe, c'est qu'on a mis des règles de fonctionnement, c'est-à-dire on a une plateforme informatique qui gère des règles et qui autorise ou n'autorise pas à se recharger. C'est-à-dire on peut se brancher, mais la recharge ne part pas tout de suite.
Donc les places blanches sont dites prioritaires. Donc tant qu'il y a de la place par rapport au 91, la puissance souscrite de 91 kVA, eh ben, ça peut se recharger. Et si ça dépasse, ça s'arrête. Et donc les places colorées, après, sont séparées en 3 couleurs. Et typiquement, un cas d'usage, c'est si j'arrive sur le parking, je n'ai pas besoin d'une borne rapide, mais j'ai quand même envie de repartir dans 4 heures avec ma voiture soit chargée, ben, je me gare sur une place de couleur sur laquelle il n'y a pas déjà de voiture. Il y a une répartition des phases, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on a mis en place quelque chose qui permet de piloter ça sans jamais dépasser 91 et en répondant aux besoins des usagers. Donc voilà un exemple de mise en place, de mise en œuvre d'un sujet dit bâtiment intelligent ou smart grid ou réseau intelligent qui permet, par un petit peu d'automatisme et un petit peu de réflexion, d'éviter un renforcement sur le réseau. Le deuxième cas d'usage, pour ceux qui étaient là au premier webinaire, on en a un tout petit peu parlé, mais pas sous cet aspect-là. Donc la CAREN, donc l'intercommunalité de Saint-Nazaire, dans son plan climat, prévoit d'ici 2030 le déploiement de 200 MW crête de photovoltaïque sur l'ensemble de son territoire. C'est énorme comme ambition, enfin, c'est extrêmement ambitieux. Et entre autres choses, dans son gisement, elle a identifié dans les zones industrielles qu'elle a, et elle en a de nombreuses, il y a 80 MW crête qui sont, installables sur les toitures des grandes entreprises, enfin des entreprises, des grandes toitures dans les zones d'activité. Donc là, c'est un cadastre solaire qui a été réalisé à la CAREN sur une zone vraiment expérimentale, là c'est dans une zone d'activité. Donc c'est le gisement solaire, la puissance d'énergie solaire qu'on peut capter par toiture. Donc les rouges, c'est celles qui captent beaucoup de puissance solaire, les jaunes un peu moins, et les bleus, on ne développera pas de solaire dessus. Donc au-delà d'identifier le gisement solaire, là, il y a une question qui se pose, très simple. Enfin, très simple. Si je mets du photovoltaïque sur l'ensemble des toitures, qu'est-ce qui se passe pour le réseau? Donc là, c'est des données fictives, c'est pour l'exemple, pour expliquer le principe. Donc en jaune, vous avez l'évolution de la production solaire tous les mois. Donc en janvier, il y a moins de soleil qu'en juin, évidemment. Et puis en bleu, je vous ai affiché à quoi pourrait ressembler l'évolution de la capacité du réseau à absorber cette puissance. Le réseau, on en a parlé tout à l'heure, il doit être équilibré entre la production et la consommation. Et du coup, étant donné qu'il y a plus de consommation en général en hiver, il a une capacité qui est supérieure à celle de l'été. Et du coup, ce que peut apparaître très fréquemment, c'est ce qu'on appelle des contraintes. Donc là, ce qui apparaît en jaune, orange, un peu plus foncé, c'est-à-dire, si je mettais tout le photovoltaïque que je souhaitais sur la zone, eh ben, mon réseau, il me dit, ça ne marche pas. Il y a plusieurs parties de l'année où ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. Je ne vous apporterai pas de réponse, mais c'est des sujets sur lesquels on avance. Mais en tout cas, c'était pour vous partager la compréhension des problèmes, en tout cas des enjeux qui sont devant nous. Donc, par exemple, là, si je dois renforcer le réseau, c'est à la fois un coût pour le porteur de projet ou les porteurs de projet, et c'est un coût pour la collectivité parce que, accessoirement, une fois que les réseaux ils sont renforcés, bah, c'est quelque chose qu'il faudra financer collectivement via le TURP. Donc, le deuxième sujet, c'est là, on a vu, il y a plusieurs toitures. La question, c'est qui c'est qui va payer le renforcement? C'est le dernier arrivé? Est-ce qu'on répartit ces coûts sur l'ensemble des porteurs de projets? Donc, aujourd'hui, ça, il n'y a pas de réponse. C'est des sujets qui sont traités à l'échelle transport, ça, avec pour ceux qui en ont entendu parler, le schéma directeur S3ZRNR, mais à l'échelle de la basse tension, ce n'est pas du tout traité. Et puis, du coup, la question à l'inverse, ça peut être, est-ce que moi, en tant que producteur, si je déploie sur cette zone, j'accepterais de perdre un petit peu de valeur économique sur les parties orange, eu égard au fait que je ne paye pas de renforcement? Donc, et là, la question du modèle économique pour le producteur se pose un petit peu différemment. Donc, voilà un petit peu le sujet qui est devant nous, collectivement. Et puis, la CAREN, très concrètement, elle a une question très opérationnelle, c'est comment je déploie mes projets dans mes zones d'activité, dans quel ordre je le fais, est-ce que j'ai intérêt à tous les faire, est-ce que je n'ai pas intérêt à tous les faire, et puis comment je vais les prioriser. Puis la CAREN, elle a de nombreuses zones d'activité, donc là, elle fait l'essai sur une zone d'activité, mais elle a ça comme une question ailleurs. Donc voilà un petit peu les sujets qui sont devant nous. Du coup, quelques éléments de conclusion pour essayer de ne pas finir trop en retard et prendre 2-3 questions. Vous aurez compris, il y a des enjeux de renouvellement, on en a peu parlé, mais il y a quand même des enjeux de renouvellement, et puis il y a surtout des enjeux de modernisation pour gérer le réseau et intégrer les nouveaux usages. Vous l'aurez compris aussi, ça a été présenté au début par Agnès.
on est toujours dans une gouvernance nationale avec des acteurs nationaux, et pas que du fait d'Enedis, hein, le ministère, la commission de régulation. Aujourd'hui, avec les politiques énergétiques locales, il y a nécessité de réussir à faire évoluer ces outils et les gouvernances pour qu'on puisse intégrer des nouveaux actifs sur les réseaux sans payer trop de renforcement collectivement. Et du coup, en tant que collectivité, il y a quand même en tout cas, c'est de forcément le point de vue du CIDELA, mais en tout cas, j'espère qu'on aura réussi à vous le partager. Là, il y a une importance forte à mutualiser la voix des collectivités à une échelle départementale pour peser dans ce débat, parce que ça concerne tous les élus du territoire. Donc, on a essayé de vous présenter, c'est une responsabilité de chaque collectivité pour maîtriser ses coûts d'aménagement. Ça, de fait, je dirais, vous en êtes au premier chef intéressé, en mobilisant les bons outils de financement. Donc, on parlait de taxe d'aménagement, mais il y a d'autres outils, parce que la taxe d'aménagement, ce n'est pas forcément très, très populaire non plus, à juste titre. Mais voilà, collectivement, en tant que propriétaire des réseaux, les collectivités, elles doivent quand même maîtriser les coûts d'investissement sur le réseau. Et donc, pour le CIDELA, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution, compétence que vous avez confiée, on est sensible à la bonne gestion du réseau pour qu'il y ait une bonne qualité de service aux usagers et qu'on puisse renouveler le patrimoine pour que ça soit géré bien, correctement dans le temps. Et puis, se pose la question du devenir du financement des réseaux avec l'émergence de l'autoconsommation et circuits courts. Donc, je vous ai évoqué rapidement à la sortie du film, qu'on n'a malheureusement pas pu voir. Et donc, comment on met le service public de la distribution au service des politiques énergétiques locales dans une perspective où on doit moins consommer. En tout cas, il y a cette perspective de moins consommer, ces objectifs nationaux, et puis ce développement de cette production locale. Voilà. Et en conclusion, du coup, aujourd'hui, on a un accompagnement au quotidien que vous a présenté Luc pour améliorer la qualité de l'électricité distribuée aux usagers, avec le renforcement, la gestion des réclamations aussi dans une certaine mesure, en amenant de l'électricité aux nouveaux usagers dans une répartition de maîtrise d'ouvrage qui est définie au contrat de concession avec Enedis. Et puis, tous ces travaux, je dirais, opérationnels, en tout cas de terrain sur le réseau, ça nous permet d'être meilleurs en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Ça nous apporte de la compétence et de l'expertise pour rentrer dans une discussion avec le gestionnaire de réseau et les collectivités aussi, pour réussir à avoir une meilleure coordination des investissements sur les réseaux et une adéquation, une articulation de ces investissements avec les politiques publiques. Et comme dans les deux derniers exemples, hein, essayer de construire des accompagnements pour vous aider à mettre concrètement en œuvre ces actions tout en gérant les coûts d'investissement sur les réseaux. Puis, donc, inscrivez-vous au prochain webinaire, vous avez la liste qui s'affiche. Le prochain, il sera consacré au projet éolien et au projet d'ENR citoyen. Ce sera le 22 janvier. Et puis ensuite, voilà, vous aurez d'autres thématiques, compétences métiers du CIDELA. En espérant que vous avez appris des choses. Merci en tout cas de votre participation et de votre attention.